on parle beaucoup d'MVP, Minimum Viable Product. Aux États-Unis, on parle beaucoup de Minimum Viable Business. Do not write one line of code avant d'avoir une promesse d'achat. Mon invité d'aujourd'hui, Jafar El-Alami, c'est un entrepreneur qui a su transformer la data et la mobilité en levier d'impact global. Il est aujourd'hui le cofondateur et CEO de Seiki, une start-up pionnière qui invente la mobilité intelligence. Avec lui, on va parler de leadership, d'innovation, d'Afrique 2030 et de cette conviction que les entrepreneurs marocains et africains peuvent bâtir des champions globaux. On ne vend pas son service ou son produit à son premier client. Ce qu'on vend, c'est la confiance, la maturité. Beaucoup de jeunes entrepreneurs galèrent à trouver leur premier client. Comment tu as réussi à gagner leur confiance? On doit être en congruence. Ça veut dire quoi? Quand on est en alignement entre ce qu'on pense, ce qu'on fait et ce qu'on dit. Si on se projette en 2030, quel est le pari audacieux et pourquoi tu es prêt à l'assumer? Créer nos propres infrastructures, être à la pointe de ce que nous, on juge le plus utile pour plus de justice sociale, plus d'accessibilité, pour un concert des nations africaines souverain et légitime. Au Maroc et en Afrique, on a tendance à chercher du gain immédiat. On n'a pas fait le choix, par exemple, de l'open data très fort. Demain, si jamais on a beaucoup de données qui sont générées intrinsèquement en Afrique et au Maroc, bien entendu que dans 5 ans, on va créer des technologies révolutionnaires. Pourquoi on ne mise pas sur notre propre LLM et sur nos propres algorithmes en fait d'apprentissage? Aujourd'hui, on n'a même pas de licorne au Maroc. On est hyper loin sur les levées de fonds, sur cette culture en fait technologique et en plus appliquée au global. On n'a pas cette ambition et cette appétence de se dire on va créer des révolutions internationales. Why don't we think global en fait? Jafar El-Alami, je suis très heureux de te recevoir. Ravi également, merci beaucoup pour l'invitation. Jafar, avant qu'on plonge dans la conversation, est-ce que tu pourrais te présenter avec tes propres mots, bien sûr? Bien sûr, donc je m'appelle Jafar El-Alami, je suis né, j'ai grandi au Maroc, à Marrakech. Après un lycée français, j'ai décidé de faire de l'entrepreneuriat, mais d'abord de l'ingénierie. Alors donc du coup, je me suis formé à l'informatique, à la data. Et assez rapidement, je me suis posé la question de quid, non seulement de pouvoir créer de la valeur, mais surtout de pouvoir la vendre pour une utilité importante en définitive. Donc j'ai essayé d'avoir un parcours un peu entre l'Europe, les États-Unis et le Maroc / l'Afrique, et ensuite me plonger dans l'aventure entrepreneuriale. Jafar, tu as eu un parcours riche entre ingénierie, data, tech, entrepreneuriat, mais j'aimerais commencer par comprendre les fondations en fait. Quand tu regardes ce parcours, quel a été le moment de bascule qui a changé ta trajectoire? Alors, effectivement, donc, bien évidemment, je pense que tout un chacun a dans sa vie, à un moment donné, un choix cornélien à faire. Moi, pour le coup, et puis Confucius le disait, finalement, une lumière qui éclaire uniquement une personne, c'est l'expérience. Donc, c'est hyper compliqué de se dire que mon expérience s'applique à tout le monde. Chacun a ses prérequis. Alors moi, pour le coup, quand j'ai décidé, à un moment donné, de tourner la page de l'ingénierie vers l'entrepreneuriat, c'était en réalité quand je me suis rendu compte que la stratégie, c'est effectivement ce qui permet notamment à l'entrepreneur de pouvoir vendre notamment des assets technologiques et de data, plutôt qu'uniquement les créer. Donc à un moment donné, quand j'étais chez Amadeus, Airline IT à Londres, je gérais un projet, en fait, un robot qui est nourri par du NLP, Natural Language Processing. Donc en fait, je demandais au robot concrètement, je veux voyager d'une destination à l'autre pour maximiser mon efficacité, finalement ma satisfaction, mais aussi en réduisant les coûts. Et ça, c'était très intéressant parce que, in fine, c'est un projet que j'ai géré d'un point de vue ingénieur, mais j'ai pu le vendre à 2 airlines, concrètement, au sein d'Amadeus. Donc mon boss m'avait dit à l'époque, mais qu'est-ce que tu fais concrètement? Pourquoi tu es ingénieur chez nous? Il faut que tu ailles créer de la valeur ailleurs. Je te conseille comme mon fils, quelque part. Donc là, il y a eu un switch dans ma tête, où je me suis dit, très intéressant, j'ai touché du doigt la technique, la data, comprendre comment on peut, en fait, à partir de données et technologies, accélérer soit effectivement l'efficacité, soit réduire le cost center. Mais en réalité, la valeur, c'est quand justement la technologie rencontre la stratégie et finalement ne plus vendre juste des systèmes qui sont techniquement sympa, on fait pas de la recherche pour faire de la recherche, on fait pas de la science pour faire de la science, on apporte des réponses à des usages, des réponses à des humains qui soit effectivement le font pas si bien qu'ils voudraient le faire, soit qui leur font gagner du temps et de l'argent, soit qui réduisent finalement le temps passé à pouvoir faire quelque chose ou réduire les coûts en définitive. Donc c'est souvent un cost center, un profit center, et donc du coup c'est ce qui m'a conforté dans ce passage, ce choix cornélien, soit de persévérer dans la technique, soit de partir en entrepreneuriat, tout en gardant ses bases technologiques.
Très inspirant, Jafar. Et tu as travaillé en fait sur plusieurs continents, en Europe, en Afrique, bien sûr, et aux États-Unis, je crois, c'est ça. Absolument, ouais. Et quelle expérience culturelle a le plus façonné ton style de leadership? Alors c'est hyper intéressant parce que je pense que chaque pays apporte sa lecture en Ça fait touche. culturelle exactement et qui permet d'impacter ta personnalité. Ouais, La France par exemple, je trouve que c'est hyper intéressant d'être hyper critique et toujours dans l'amélioration continue de tout ce qu'on crée. Même si on crée un super algorithme, il y a cette humilité de se dire que c'est pas le meilleur et on peut toujours l'améliorer. Donc il y a une ouais, exigence en réalité. Ça c'est la culture exactement. française. La culture marocaine est incroyable, je trouve, parce que c'est vraiment dans l'humain. Aujourd'hui, on est capable, et je l'ai vécu, de signer des contrats absolument extraordinaires quand il y a la dimension humaine, quand on va déjeuner avec la personne, quand on échange avec la personne. Au Maroc, j'ai l'impression qu'on aime travailler avec des amis. Et il y a cette dimension très one-to-one, en fait, en intuitu personnel. Aux États-Unis, incroyable. Aux États-Unis, on est dans le dépassement de soi. On est dans une culture, en réalité, où on doit être en congruence. Ça veut dire quoi? Et ça, c'est clé. La congruence, c'est quand on est en alignement entre ce qu'on pense, ce qu'on fait et ce qu'on dit. Et Exactement. très rares sont les personnes, en fait, qui ont cette congruence-là et qui ne réussissent pas. Normalement, quand on est congruent, on réussit autant dans sa vie perso que dans sa vie pro. Exactement. Derrière chaque parcours brillant, il y a cette face cachée de l'iceberg, des erreurs, des échecs et des moments de doute que le public ne voit jamais. Et, et ce sont souvent ces passages qui construisent le plus. Quelle erreur de jeunesse est devenue un apprentissage fondateur pour toi? Alors je dirais qu'une des plus grandes erreurs que j'ai commises et que je pense plusieurs gens commettent de manière générale, c'est que quand on veut créer un projet ou une aventure entrepreneuriale, bien évidemment, on va très vite tout seul, mais pour aller très loin, il faut s'associer. Et Exactement. donc du coup, trouver la bonne personne de manière générale, on a tendance à se dire je vais travailler soit avec un ami, soit avec quelqu'un avec lequel on est potentiellement complémentaire, soit effectivement on va faire confiance rapidement parce que il y a justement cet échange passionnant et on veut tout de suite faire de la création de valeur. Pour autant, moi ce que sincèrement je recommande, c'est assez rapidement de travailler avec la personne, voire une période d'observation d'un mois, 2 mois, de s'assurer en réalité qu'aujourd'hui le binôme qui a 50-50, eh bien dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, quand la boîte aura 100 personnes, on sera toujours à 50-50 et chacun a son périmètre de manière extrêmement définie. Pourquoi je dis ça? Exactement. Parce qu'en fait, par le passé, quand j'avais lancé une boîte dans l'immobilier, je m'étais associé assez rapidement à une personne qui avait une vingtaine d'années de plus que moi. Serial entrepreneur, absolument brillant, qui a réussi des levées de fonds à l'international, qui a lancé plusieurs boîtes qui ont explosé et qui ont finalement levé plusieurs millions de fonds, de levées de fonds, etc. Et en réalité, j'avais pas fait mon background check comme il fallait. Cette personne-là avait énormément de problèmes avec la justice, avec d'autres entrepreneurs en fait, qu'il a un peu roulé dans la farine et des investisseurs qui étaient très mécontents de lui. J'avais entendu parler d'un certain nombre de rumeurs, sauf que je me disais, bah, tant qu'il m'a rien fait à moi, Ouais. je suis pas en position, en fait, de lui dire quoi que ce soit. Mais c'était une erreur, parce que du coup, j'ai passé un peu 11 mois de ma vie à porter une boîte un peu tout seul, où la personne était pas forcément hands-on, la personne ne s'impliquait pas. Alors que de base, elle m'avait vendu une histoire selon laquelle son apport équivaudrait à au moins 70% de la boîte, et moi, du coup, 30%. Ce qui n'était pas du tout fondé. Et en définitive, effectivement, les travers des rumeurs, bah, j'ai commencé à les voir dans la vie de tous les jours. Et c'était une boîte extraordinaire parce qu'on avait lancé le produit et on avait eu plus de 100 000 inscriptions en une seule soirée. On avait eu un buzz extraordinaire. On était allé à Menlo Park, à la Silicon Valley. On avait rencontré 100% des plus grands investisseurs mondiaux. On avait rencontré plusieurs VC en France qui étaient très friands d'investir et on était en croissance très forte. Donc, je portais vraiment la partie marketing, la partie tech, la partie data, la partie scientifique, la partie commerciale. Et lui, il était chargé de faire une levée de fonds. C'était son seul rôle, en définitive. Et en fait, il l'a pas fait. Donc, au bout du compte, je me suis rendu compte qu'il a commencé à mettre en place des choses qui étaient très compliquées, qui sont pas du tout juridiquement correctes. Et j'ai dû donc mettre fin à cette aventure-là, où il y avait beaucoup de malfaçons. Et bien évidemment, j'ai perdu de l'argent, j'ai perdu du temps, mais j'ai beaucoup appris humainement. Et je pense que ça, c'est l'erreur qui m'a le plus façonné. Et je recommande vraiment aux gens de penser 3 fois avant de s'associer Avant de s'associer. aveuglément. Exactement. Et après ce parcours riche, tu as fait le choix de l'entrepreneuriat avec Seiki. J'aimerais qu'on parle de ce passage de l'idée à l'action. Quand tu crées une aventure comme Seiki, comment passes-tu de l'idée abstraite au projet concret qui décolle?
Alors si j'ai appris un truc aux États-Unis qui était absolument extraordinaire, c'est que contrairement à ce que j'ai appris en France, où on parle beaucoup d'MVP, Minimum Viable Product, Yes. aux États-Unis, on parle beaucoup de Minimum Viable Business. Moi, ce qu'on m'a toujours dit aux États-Unis, c'est D'accord. do not write one line of code avant d'avoir une promesse d'achat. Donc en fait, c'est le fameux fake it until you make it, mais en Yes. réalité, ils le font avec brio. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux pas te dire j'ai créé une voiture et en fait tu vas l'acheter dans un mois. C'est du fake it and you will never make it. Yes. Donc du coup, le fake it until you make it, c'est d'arriver à cette frontière où en définitive, quand tu as les fonds nécessaires, là tu peux prendre le temps en fait de développer pendant un mois ou un mois et demi un MVP qui répond au moins à un besoin et derrière en fait avec un jeu justement d'évolution bilatérale entre la partie technique et la partie business, eh bien on peut délivrer. Mais en fait tant que personne en réalité n'est en capacité de payer, on n'a jamais validé une pain de manière certaine. Donc en fait chez Seiki, qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé à développer une technologie, bien évidemment. J'ai eu mon premier client qui était OK sur le principe de se dire bah, effectivement je cherche une technologie qui me permet d'implanter des bornes de recharge électrique en France. Je ne sais pas où les implanter. Si je les mets dans une piscine, a priori, ça doit être une borne de recharge classique. Si je les mets sur une autoroute, les gens, ils n'ont pas une heure de temps à passer. Donc, a priori, ce serait une recharge hyper fast. Et en réalité, bah, j'attaque une nouvelle ville. Qu'est-ce que je choisis comme adresse pour mettre une borne de recharge électrique? Donc moi, je lui ai dit, écoute, quid d'avoir une API qui te permet d'avoir le volume de passage, les provenances, savoir si les gens ont effectivement une appétence écologique ou pas du tout, savoir s'ils sont déjà équipés en voiture, qu'est-ce qu'ils fréquentent comme lieu, où est-ce qu'ils habitent, ça se trouve ils habitent dans un pavillon où ils sont obligés d'avoir une voiture pour circuler, etc., etc. Donc en fait, cette expertise de flux de déplacement des populations, tout de suite il m'a dit, écoute, c'est hyper intéressant ce que tu me dis, moi j'ai un certain nombre de critères de cadastre, négocier avec la mairie, etc. Mais avoir l'information de la mobilité me permettrait d'être certain du succès de cette implantation-là. Et donc d'économiser beaucoup d'argent, de retrait, de m'assurer qu'en fait elle n'est pas utilisée, on perd plus d'argent que ce qu'on en gagne. Donc en fait apporter cette connaissance de la mobilité maximise l'efficacité du choix d'implantation d'une borne de recharge électrique. Et là, à partir de ce moment-là où nous, on avait déjà développé un algorithme de mesure d'audience, j'ai commencé à vendre un algorithme de mesure de trafic qui n'a rien à voir. Je suis allé voir mes équipes, je leur ai dit, écoutez, on a un contrat de 100 000 euros par an, hyper intéressant, on ne peut pas le rater. On va se donner les moyens, donc on repriorise la roadmap de manière à ce qu'on puisse finalement lancer le bon projet au bon moment. Donc en fait, quand on passe de l'idée à l'action, d'un point de vue business, il faut être sûr d'être payé et il faut être sûr qu'on craque un vrai problème. D'accord. Pour les gens qui nous suivent maintenant, Seiki, en deux mots, une seule phrase, qu'est-ce qui fait aujourd'hui sur le terrain, soit européen, soit africain? Bien sûr. Alors Seiki, en fait, c'est un algorithme de Mobility Intelligence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans n'importe quelle adresse, n'importe quel tronçon routier, n'importe quelle zone géographique, je suis en mesure de dire combien de gens sont en mobilité, est-ce qu'ils sont piétons, cyclistes en véhicule, d'où ils viennent, où est-ce qu'ils habitent, où est-ce qu'ils travaillent, quels sont leurs loisirs en moyenne, de savoir quels sont leurs revenus moyens et quelles sont leurs appétences, de pouvoir le faire en phase diagnostique, c'est-à-dire observer qu'est-ce qui s'est passé le mois dernier en mobilité dans telle zone, sur tel axe, au centre de Casa, devant une adresse en particulier, ou de la mobilité projetée. Et là, c'est hyper intéressant. Pourquoi? Parce qu'en fait, on peut conseiller des marques pour s'implanter au bon endroit parce qu'on projette la mobilité de demain. On peut conseiller les marques de communiquer aux bons endroits pour maximiser l'impact auprès de leurs cibles, pas de la communication à l'aveugle en out of home. Et enfin, sur les smart cities, cette technologie-là, elle permet en fait de construire la ville de demain la plus accessible, la plus optimale et la plus efficace. Et cet algorithme, il est installé dans nos smartphones. Comment vous captez la data en fait? À travers quoi exactement? Très bonne question. Alors en fait, on va capter plusieurs typologies de données. La première, c'est celle qui vient des smartphones. En fait, j'utilise une application pour faire mes courses le matin, pour voir la météo, un certain nombre de choses. Je vais donner un consentement. Souvent, il y a la petite fenêtre qui sort et qui te dit est-ce que tu donnes un consentement positif ou pas. 90% des gens soit donnent 100% du consentement, soit pas du tout. Très peu vont dans le détail granulaire des finalités pour lesquelles on donne un consentement. Et en fait, ce consentement-là, il y a une finalité qui s'appelle le traitement statistique et une finalité qui s'appelle le retargeting digital. Et nous, on vient récupérer ces informations qui sont des données en temps réel. On anonymise, on n'a pas besoin de connaître l'identité de la personne, mais ça nous donne des trajets uniques. Donc, je sais où est-ce que, en moyenne, les gens se réveillent, où est-ce que, en moyenne, finalement, ils vont travailler. Est-ce que le matin, ils vont plutôt dans un café très CSP++, plutôt un café finalement où on paye pas beaucoup. Et en fait,
Mobility behaviors, ça nourrit énormément les profils sociodémographiques. Et c'est ce qui me permet de dire à un acteur de telco, voici les quartiers dans lesquels tu as intérêt à vendre et à communiquer sur les cartes prépayées, plutôt que de vendre une box premium à au moins 500 dirhams par mois, Ouais. etc., etc. Et donc, du coup, en fait, on apporte une grille de lecture extrêmement intéressante pour que les marques puissent optimiser leur budget de communication et l'efficacité des implantations. Donc, en fait, c'est assez dingue parce que Ouais. tout à l'heure, je parlais du cost center et du profit center. Yes. Qu'est-ce que je leur dis? Au lieu de dépenser 800 000 dirhams sur cette publicité-là, Ouais. tu auras exactement les mêmes impacts à 400 000 dirhams que ce que tu faisais l'année dernière. Parce que Exactement. voici comment tu peux créer de la valeur en sachant auprès de qui tu communiques et auprès de qui tu vas générer une intention d'achat. Donc du coup derrière, quand je leur dis, et by the way, pour Seiki, ça sera tant, et Ouais. que c'est moins que la totalité, ils se disent, attends, mais c'est génial, tu me fais économiser, et même quand tu me mets le prix de Seiki, bah c'est ok, c'est absorbé, j'économise quand même. Et Exactement. c'est ça en fait, pour moi, le smart pricing, Yes. c'est ne pas aller, voici mes coûts, et puis derrière, j'essaye de marger. Là, c'est des techniques commerciales de l'époque. Ouais. En startup, c'est la Customer Perceived Value. Concrètement, c'est quoi la valeur perçue par mon client? Si jamais ça me coûte 10 millions d'euros et que derrière tu me dis ça va te coûter 8 millions d'euros et Seiki 1 million d'euros, it's a no-brainer. Je préfère payer 9 millions d'euros pour un truc smart avec des data, un truc cohérent. Payer Seiki, bon, c'est des coûts, c'est pas grave, et payer que 9 millions d'euros et pas 10 millions d'euros. Exactement. Et tu as parlé tout à l'heure du premier client, en fait. Beaucoup de jeunes entrepreneurs galèrent à trouver leur premier client. Mm. Toi, comment tu as réussi à trouver ou bien à gagner leur confiance? Alors, c'est une excellente question parce qu'à mon avis, on ne vend pas son service ou son produit à son premier client. Ce qu'on vend, c'est déjà la confiance, c'est la maturité, c'est la manière avec laquelle, en fait, on va faire que le client nous fait confiance et répond à son besoin. Ça passe par être hyper préparé, être beaucoup plus sachant que le client lui-même sur ses problèmes à lui, pour que la personne puisse se reconnaître. Ouais. Et bien évidemment, souvent, c'est ce qu'on appelle des preuves de crédibilité. Bien évidemment, s'il y a une crédibilité, c'est mieux, c'est-à-dire dire que mon voisin m'a fait confiance pour un tas de raisons, que j'ai un avis hyper positif d'une autre entreprise, etc., etc. Donc il y a le capital confiance, il y a le capital comprendre mon job to be done, pour que vraiment je me dise, ah oui, mais t'as compris à 100% ce dont j'ai besoin, c'est ce que je fais aujourd'hui, et toi tu me proposes une autre solution alternative, et pouvoir être en capacité peut-être de mettre un pricing un peu early bird, pour qu'il y ait la notion de timing et de se dire, ah, j'ai peut-être intérêt de l'acheter maintenant avant que tout le monde le fasse. Et d'ailleurs, j'ai vendu récemment Seiki à une société au Middle East, au Moyen-Orient. Et là, tout de suite, La ils se solution ou sont bien c'est la solution, vraiment la solution la solution. à un client. Son premier réflexe, c'était de me dire, OK, en fait, c'est tellement génial et ça n'existe pas encore au Moyen-Orient. Et heureusement, il aurait pu me dire, ouais, mais ça n'existe pas, vous allez être nul. Il m'a dit, par contre, je t'impose une exclusivité. D'accord. Alors, il a vu ça comme un avantage concurrentiel incroyable. Donc, en fait, quand on tourne son business à ce niveau-là, il faut vraiment que ce soit validating the pain, c'est-à-dire que le client en face, le premier client, soit 100% convaincu qu'on comprend sa pain, qu'il ait peut-être un avantage pricing ou exclusivité et qu'il y ait une forme de crédibilité à côté. D'accord. Jafar, l'entrepreneuriat, ce n'est pas qu'un chemin de succès, en fait. Et quelle est ta plus grande désillusion et comment tu l'as transformée en rebond? Ouais. Moi, je pense que une des plus grandes erreurs que font surtout les ingénieurs quand ils se transforment en entrepreneurs, c'est qu'ils ont l'impression que finalement, la science et la technique qu'ils créent, ils sont certains de comprendre le vrai besoin. Et ça, c'est un écueil énorme. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vais créer une plateforme, je vais dire, tiens, je suis un super développeur, plateforme qui va ajouter en plus feature 1, fonctionnalité 1, fonctionnalité 2, fonctionnalité N. Ça, c'est le pire. Toujours un go-to-market, ça se fait avec une seule fonctionnalité, on est sûr que quelqu'un va acheter derrière. Donc en fait, le gros problème des ingénieurs, c'est qu'ils foncent tout de suite sur le produit, ils en créent, ils savent même pas si ça va être validé ou pas. Donc moi j'avais fait ça au départ dans ma première boîte de RH que j'avais lancée qui s'appelle PeersUp en 2017 et on avait créé une plateforme qui permet à des RH en fait de trouver rapidement des consultants RH. Donc il y avait un système de mise en relation, il y avait des features où on pouvait voir les profils des consultants. On avait développé toute une plateforme end-to-end après juste quelques calls avec des RH. Erreur totale. Première erreur déjà, c'est que normalement, il y a un théorème qui s'appelle la Featureitis Curve. Si on lance plus de 3 features, en fait, tout de suite, c'est une usine à gaz, les gens comprennent pas. Ils doivent normalement, en 3 clics, comprendre à quoi sert la plateforme. Donc déjà, au lieu de faire une seule feature hyper claire, on en a fait plusieurs. On croyait
qu'on est plus client que notre client, ça n'a pas de sens. Deuxième élément, et qui est assez grave, c'est qu'on n'a pas analysé le job to be done. Ok, il y avait un problème au niveau des RH, ils ont ce problème-là, mais aujourd'hui, ils utilisent déjà LinkedIn, ils utilisent déjà plusieurs différentes plateformes que leur Gratuite. impose leur blad. En plus, plein de plateformes que leur impose leur entreprise. Ouais. Et en fait, créer une plateforme, ça crée un phénomène qui s'appelle la multiplication de plateformes. Au lieu de réfléchir à ce que finalement notre algo de mise en relation, eh bien, c'était peut-être juste un plugin dans un SIRH existant, ou juste, par exemple, une extension Chrome, etc., etc. Donc, l'usage est autant important que la fonctionnalité même ou que l'algorithme même. Et ça, on l'avait pas fait. Donc, pour ces tas de raisons-là, malheureusement, il y a eu des freins à l'adoption à l'outil, même si théoriquement c'était intéressant. Et il faut savoir autre chose, c'est que le client n'aime pas vexer. Souvent, il va dire oui, 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 c'est ça le problème que j'ai. Mais en fait, tant qu'il paye pas, on n'a pas validé le problème. Tu n'es pas seulement entrepreneur, mais tu as endossé aussi des rôles clés. D'abord comme CTO, puis comme CEO. Et j'aimerais qu'on explore ton évolution en tant que leader, du produit à la vision, en passant de CTO à CEO. Quel est en fait le principal réflexe ou schéma de pensée que tu as dû désapprendre pour réussir cette transition? Non, mais c'est très intéressant comme question. Alors, en tant que CTO, souvent, on est chargé, bien évidemment, de la technologie, de la data, de la gestion des équipes techniques. En tant que CEO, en réalité, on a beaucoup plus de casquettes qui sont clés, beaucoup plus de Bien sûr. responsabilités. Et au-delà de ça, pour moi, le leadership d'un CEO, au-delà d'être intrinsèquement la capacité à diriger une entreprise, c'est surtout de révéler des énergies. Et ça, c'est D'accord. clé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, chacun dans l'entreprise doit se sentir un petit peu son propre CEO et maître de la responsabilité qu'on lui donne. C'est-à-dire D'accord. que chacun doit pouvoir mettre en œuvre concrètement l'atteinte des objectifs, donc non pas être observé sur le temps qu'on passe, mais plutôt sur la qualité de la delivery, et de pouvoir être accountable dessus. Et ça, c'est un gros écueil dans les entreprises, c'est que les C-levels, CTO, CPO, CDO, COO, etc., etc., s'il n'y a pas une matrice RACI, responsabilité, accountability, informed Ouais. et consulted, C'est- ça, c'est un peu les quatre piliers clés de manière à ce que chacun puisse être accountable sur un certain nombre de choses. On n'a pas besoin tous de savoir tout sur tout le monde, etc. Mais c'est clé de pouvoir effectivement avoir ces différents périmètres. Et le CEO doit pouvoir notamment faire le chef d'orchestre entre ces différents paradigmes qui sont absolument clés. Et le deuxième élément, à mon avis, qui est important quand on passe en CEO, c'est qu'il faut être en capacité, bien évidemment, de parler le langage, bien sûr, du tech, du CTO, de parler le langage marketing, de parler le langage opérationnel et le langage sales, de pouvoir répondre à des enjeux de stakeholders, notamment des investisseurs et d'autres, de pouvoir toujours, bien évidemment, attirer le plus de clientèle possible et de s'assurer de la rétention des talents, c'est-à-dire que tout le monde doit pouvoir vouloir la réussite de l'entreprise de manière à ce que chaque somme, 1 plus 1 égale à 3, et qu'ensemble, on va beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. Et ça, c'est une capacité, à mon avis, qui est clé, de manière à pouvoir inspirer, de manière à pouvoir faire projeter chacun, déjà, bien évidemment, dans l'alignement des objectifs professionnels, mais aussi l'alignement des objectifs personnels. Parce que si chaque employé sait qu'il peut faire carrière dans l'entreprise sur les 2, 3, 4, 10 ans qu'il va passer dans cette entreprise-là, c'est là qu'on a touché du doigt quelque chose d'intéressant, parce que chacun œuvrera tous les jours à construire sa carrière et par la même occasion à participer à la réussite du projet. Par contre, quand c'est complètement décorrélé et qu'on a des objectifs qui sont imposés de se dire ouais, tu dois venir de 8h Ah à oui, telle heure, tu dois délivrer ça, et en fait, t'en as rien à foutre de ce qu'il aime ou ce qu'il aime pas. exactement. Du coup, compétence, connaissance et appétence, c'est Ouais. 3 éléments clés à aligner pour pouvoir motiver le collectif. Et ça, c'est, à mon avis, des sujets qui sont très importants pour le CEO. Et peut-être dernier sujet qui est important, parce que j'ai beaucoup Ouais, ouais. parlé de l'introspection à l'intérieur de la boîte, il y a aussi comment on regarde à l'extérieur de la boîte, où en sont les concurrents, et comment je peux moduler l'environnement, l'IA, les nouvelles Ouais. technologies, un certain nombre de choses, ce qui existe en Afrique, ce qui n'existe pas en Afrique, le besoin de souveraineté au Maroc sur de la technologie. Exactement. Tout ça, c'est des sujets qui sont très importants. Et un CEO smart, c'est quelqu'un qui va aussi pouvoir répondre aux enjeux de l'environnement dans lequel Ouais. il est, donc le gouvernement, de ses clients, etc. etc. Donc, c'est un peu un schizophrène. Le CEO, c'est quelqu'un qui peut se mettre à En la f- place de tout le monde en intérieur et en En extérieur. fait, s'adapter avec la réalité et avec tout ce qui se passe aujourd'hui. Exactement, tout l'écosystème. Exactement. Ton quotidien marqué par l'intensité et les décisions rapides, quelle habitude ou discipline personnelle t'aide à garder ton cap et ta clarté d'esprit? À mon avis, ce qui est hyper important, c'est de toujours pouvoir se dire intuition starts it, but data validates it. Ça, c'est hyper clé. Yes.
L'intuition, elle est importante. Oui, Bien évidemment, c'est ce qui, du coup, nous pousse à pouvoir prendre des décisions, sentir des choses. exactement. Mais ce qui est hyper important, c'est de pouvoir la valider avec la data. Avec la data. Et ça, une nouvelle fois, c'est quoi la data, finalement, que mon produit va marcher? C'est quand le gars me dit, voici le virement, je l'envoie à quel RIB, ou voici le chèque. Encore une fois, je reviens au MVB, Minimum Viable Business, Yes. parce que c'est clé, il n'y a que la data tangible, observée, objective et pas subjective, qui fait qu'on est certain qu'on va dans le bon sens ou pas. Et parfois, on peut prendre une décision rapide sur de l'intuition, et c'est OK, sans data, mais ce serait une erreur grave que de laisser ça continuer sans pouvoir le mesurer. Donc ce qui n'est pas mesurable n'est pas améliorable. Ouais. Et ça, c'est clé. Moi, je pense que ce qui est hyper important aussi, c'est souvent de se dire que l'être humain, et d'ailleurs Bourdieu l'avait dit, a plusieurs capitaux. Il y a le capital économique, bien sûr, dans une entreprise, etc. Mais en fait, si on focus que sur le capital économique, on ne peut pas garder le cap avec toutes les décisions qu'on prend, etc. Donc il y a plusieurs autres capitaux. Il y a le capital social, donc la famille, les amis, etc., sur lesquels il faut être Ouais. excellent autant qu'en Ouais. entrepreneuriat. Il y a le capital symbolique, concrètement, quelles sont les reconnaissances que je peux avoir, notamment d'un gouvernement, de la société, etc., etc. Et il y a en fait le capital culturel qui est important aussi, notre ADN, d'où on vient, si on vit en France et qu'on est marocain, etc., etc. Il y a un certain nombre de choses Ouais. qui sont importantes et dans lesquelles on doit se plonger. Donc ma manière avec laquelle je peux résister et poursuivre et persévérer sur le capital économique et sur le succès d'une entreprise, c'est parce que je me donne aussi le temps et je m'oblige à améliorer mon capital social, mon capital symbolique et mon capital culturel. Capital social, ça implique du sport collectif, du running. En fait, le social, c'est aussi le social par rapport à moi-même. Donc, il y a une logique d'introspection. On va essayer aussi de bien manger, de courir mieux, etc., etc. Même si des moments sont un peu plus difficiles parfois quand le bateau de l'économie Ouais. tangue. Mais ça, c'est très important de ne pas être focus uniquement sur le capital économique parce que sinon, on se consomme très vite et on se perd. Toi qui diriges maintenant des équipes multiculturelles, quelle est selon toi la règle universelle de management, celle qui s'applique peu importe le pays ou le contexte? Alors c'est une très bonne question parce que effectivement, selon chaque pays, on aura souvent des choses qui sont différentes. Par exemple, la hiérarchie horizontale aux États-Unis versus une hiérarchie beaucoup plus verticale au Japon. Moi, j'étais assez frappé de voir effectivement les niveaux de respect qu'il y a entre un manager et la personne qui l'emploie au Japon, par exemple. Ouais. Donc d'un pays à l'autre, ça change drastiquement. change. Par contre, il y a quand même des sujets qui sont clés et qui sont universels. Pour moi, c'est la reconnaissance du travail de chacun. En Bien fait, sûr. personne au monde ne va pouvoir effectivement continuer à délivrer sans être reconnu un minimum. Donc il y a la confiance. reconnaissance, exactement. L'humilité, je pense que c'est très important, Ouais. parce qu'à un moment donné, on va toujours trouver mieux que nous. On va toujours sûr. trouver des gens qu'on admire potentiellement. Et effectivement, l'humilité, toujours se dire que je peux toujours faire mieux, je ne suis pas le meilleur dans ce que je fais, c'est important aussi. Et enfin, bien évidemment, je pense que c'est le respect qui est absolument bien clé. sûr. C'est-à-dire que la valeur respect, que ça soit d'ailleurs dans l'entreprise de la vie, à savoir dans un couple ou les enfants, etc., ou dans l'entreprise, cette valeur-là, à mon avis, partout dans le monde, elle reste universelle. D'accord. Parlons maintenant d'un sujet qui fait beaucoup de bruit et qui est rarement expliqué d'une manière concrète en fait. C'est l'intelligence artificielle, bien sûr, bien évidemment, et les données synthétiques et leur impact sur la mobilité et la vie privée, bien sûr. Selon toi, où l'IA est crédible en mobilité, bien sûr, Mm. et où elle ne l'est pas? Alors, l'IA, elle est crédible, bien évidemment, quand elle apporte un modèle ou une résolution d'un problème, mais l'IA n'a pas juste à 100%. Ce qui est hyper important, Bien sûr, c'est ouais. qu'il faut garder en tête que l'IA, moi, à mon sens, elle a plus une obligation de moyen qu'une obligation de fin. C'est-à-dire qu'en fait, elle doit soit accélérer notre temps de prise de décision, par exemple, soit accélérer de l'efficacité, faire des choses plus rapidement, de manière à ce que nous, on puisse trancher, nous, on puisse arriver à nos finalités. C'est très important. Maintenant, bien évidemment, si on est dans un territoire où on a une absence totale de données, l'IA, elle va être moins fiable. Dans des territoires où on a beaucoup plus de données, par exemple, par exemple en France, on a beaucoup plus de données, par exemple, qu'en Côte d'Ivoire, en termes d'utilisation de smartphones. Il y a des données open data. En Afrique, il n'y a pas encore beaucoup de données open data. Donc bien évidemment, il peut y avoir des informations qui sont peut-être pas aussi fiables, mais c'est OK. Je donne un exemple. Je travaille avec une marque qui est bien évidemment présente en Allemagne, en France, aux États-Unis, qui du coup a des niveaux de fiabilité et d'attente de l'IA qui dépassent 95% d'intervalle de confiance. Et quand je leur ai proposé exactement la même technologie au Sénégal, au Cameroun, en Côte d'Ivoire et au Maroc, je leur ai dit oui, mais dans l'absence des données, j'aurai un intervalle de confiance de l'IA qui est de 70%. Et ils m'ont dit, c'est OK. Pour nous, c'est mieux d'avoir une information
prédite à 70% d'intervalle de confiance, donc plus ou moins 30% d'avoir faux, que d'avoir une absence totale de data, une absence totale de données. Donc en fait, l'IA, elle peut être crédible relativement par rapport à ce qui existe déjà ou pas. Ouais. En France, on va leur dire 70%, ils vont nous dire next. Il y a des acteurs qui proposent à 85%, 90%. Ouais, En Afrique, il y a une absence d'information pour de la prise de décision. d'accord. Donc ça fait sens en fait de nous faire confiance, même si elle est que 70%, parce que c'est déjà révolutionnaire. L'IA promet beaucoup, mais il n'est pas magique, surtout dans ton domaine, mobilité et data. Il y a vraiment et sûrement des situations où il montre, où il apporte une vraie valeur, mais il y en a d'autres où il montre ses limites. Est-ce qu'il y a un deal refusé pour raison éthique? Dilemme, critères et alternatives proposées. Oui. Alors effectivement, moi, à mon avis, il y a plusieurs choses à prendre en compte. L'IA, elle peut avoir des impacts absolument désastreux, comme elle peut avoir des impacts très positifs. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, elle a une valeur d'obligation de moyens et pas de fin. Donc la personne qui prendra en fait la décision finale, si elle est malsaine, en réalité, ça va avoir des impacts contre l'éthique, par exemple. Donc je donne un exemple beaucoup plus précis et plus clair. Typiquement, on peut très bien, si on n'a pas du tout de conscience écologique, typiquement se dire, c'est hyper intéressant, on va passer d'un point A à un point B beaucoup plus facilement, par exemple, avec des voitures thermiques qui vont extrêmement vite, etc., etc. Typiquement. Ça, bien évidemment, que mon IA, elle peut très bien faire des algorithmes de prédiction, de passage, de développement, de manière à ce qu'on priorise finalement ça. Mais en réalité, souvent, il y a des scénarios qui sont beaucoup plus éco-friendly, qui sont beaucoup plus dans l'accessibilité notamment du peuple, se dire que les gens dans les milieux ruraux peuvent accéder plus facilement grâce à des transports en commun dans des pôles d'emploi et donc du coup d'avoir un impact social et des choses intéressantes. Et c'est à ce niveau-là, effectivement, qu'à mon avis, moi je dirais non à de l'IA non éthique pour qu'elle puisse cocher la case justement de l'impact qui finalement nous est transcendant et nous dépasse tous et a un impact positif sur le quotidien et sur le collectif. D'accord. Et est-ce qu'il y a un biais dangereux que vous avez détecté et que vous avez corrigé par la suite? Hmm. Alors il y en a beaucoup, effectivement. Donc l'IA, le problème c'est que elle ne peut que se nourrir des learning sets qu'on lui donne, donc un certain nombre de données réelles, et elle déduit des outputs. Donc ces outputs-là, soit effectivement on les valide, on dit que c'est correct, soit on dit bah non, il faut la corriger. Ouais. Et malheureusement, quand il y a le fameux non, il faut la corriger, si jamais elle tombe dans un cas d'usage où c'est pas du tout bon, bah c'est un problème. Je donne un exemple très concret. Typiquement, on avait travaillé sur un outil d'avatarisation. Et l'avatar, en fait, il permet notamment de, à partir d'une photo, en fait, de produire concrètement une image type manga, une image type dessin animé, etc., etc. Et bien, parfois, dans certains tests d'apprentissage, en réalité, par exemple pour une femme voilée ou une femme en surpoids ou quelqu'un qui a, par exemple, les yeux d'une certaine couleur, eh bien, l'IA, elle peut très bien aller justement créer des cheveux finalement alors que la personne porte un voile, etc., etc. Donc il y a des certaines formes en fait de discrimination que l'IA peut prendre si elle a été nourrie uniquement sur un modèle européen Ouais. et sur des données en fait qui ne sont pas intrinsèquement liées à un territoire. Donc c'est très important que les learning sets ils prennent la réalité du terrain pour pouvoir avoir des outputs aussi performants et excellents qu'on les a déjà prouvés par ailleurs. Revenons maintenant à notre terrain de jeu, le Maroc, l'Afrique et surtout la vision long terme. On parle beaucoup de grands projets en Afrique, mais parfois ce sont les cas d'usage les plus simples qui offrent le retour sur investissement le plus fort. Selon toi, un use case mobilité a ROI élevé au Maroc bien sûr ou en Afrique que les investisseurs sous-estiment. Absolument. Alors il y en a beaucoup. Déjà, moi ce que je trouve vraiment dommage, c'est que au Maroc et en Afrique, souvent on a tendance à chercher du gain immédiat. C'est-à-dire qu'en fait, on ne mise pas assez, à mon avis, sur le moyen terme et le long terme, avec des fondements et des bases qui sont hyper solides. Je donne un exemple. En fait, dans toutes les sociétés, tous les secteurs, on va chercher notamment à parler d'IA. On va dire, bah, écoutez, c'est génial, on va pouvoir avoir, par exemple, des algorithmes qui vont nous permettre de faire des choses. Il y a des projets géniaux d'ailleurs au Maroc Ouais. Digital 2030, etc., etc. Par contre, on n'a pas pris le temps de se dire, est-ce qu'on a déjà assez de données brutes? C'est-à-dire Ouais. qu'en définitive, au Maroc et en Afrique au sens large, en fait, on n'a pas fait le choix, par exemple, de l'open data très fort. Mm. Alors qu'aux États-Unis, en Angleterre, j'ai été assez bluffé de voir que toutes les données sont en open data. Et c'est ce qui permet notamment de faire émerger des technologies extraordinaires. Donc, à mon avis, les gaps technologiques et ce que sous-estiment aujourd'hui les investisseurs, c'est déjà de repartir à la base sur des règles comme l'open data et finalement
pouvoir incentiver des gens à mettre de la donnée en open data, de créer finalement des écosystèmes qui sont générateurs de facts, encore une fois, de données à valider notamment, pour pouvoir demain créer des industries extraordinaires. C'est-à-dire que demain, si jamais on a beaucoup de données qui sont générées intrinsèquement en Afrique et au Maroc, bien entendu que dans 5 ans, on va créer des technologies révolutionnaires. On ne peut pas dire que, bah mince, pourquoi le Maroc n'a pas créé, par exemple, de licornes et de décacornes et Ouais, d'entreprises d'accord. extraordinaires, pourquoi on n'a pas de souveraineté, notamment, et c'est très bien, là, il y a effectivement la ministre déléguée au numérique qui est absolument brillante, Ouais. qui vient de signer notamment avec Mistral Mistral AI, hier, ouais, notamment hier, j'ai vu. etc. Mais il y a quand même un petit pincement de se dire, bah, pourquoi on n'est pas, en fait, on mise pas sur notre propre LLM et sur nos propres algorithmes en fait d'apprentissage. D'accord. Parce qu'en fait, il n'y a pas encore cette culture du capital risque, à mon avis, Excuse-moi au de Maroc. t'interrompre, même si tu as cité la signature du mémorandum hier, euh, beaucoup de gens ils étaient désaccords avec cette. On disait comme quoi on a des talents et on a des jeunes Mm, qui ont de l'ambition et qui peuvent créer sans avoir consulté Mistral ou d'autres. Est-ce que tu exactement. es avec ces gens-là ou avec... Moi, je pense que c'est hyper important d'avoir des bons partenariats. Donc c'est bien, je pense. Ouais, Je c'est bien salue de... effectivement Exactement. cette nécessité de se dire, oui, mais imagine, Ouais, on n'en crée pas. Moi, en tant que chef d'entreprise, j'ai toujours besoin d'un plan B, d'un plan C, d'un plan D. exactement. Mais ce qui est hyper important, c'est quand même de s'assurer que demain, on a quand même les bons ingénieurs qui vont créer le LLM, sans trop de retard, parce qu'il y a une notion de timing aussi dans Ouais, tout ouais, ça. c'est Mais il faut tout changer. C'est pas que les ingénieurs dont on a besoin. On a besoin des investisseurs qui mettent du vrai capital derrière. ouais. Mistral AI, avant de signer le mémorandum, ils ont déclaré, même pas 4-5 jours avant, qu'ils Un sont la levée de fonds. start-up valorisée à plus de 17 milliards Exactement. d'euros de mémoire, quelque chose comme ça, après une levée de fonds d'1,2 Levée de milliard d'euros. ouais, Et donc, exactement. du coup, c'est la première décacorne française. C'est assez astronomique et énorme, ce qui est génial. Mais fact-check, aujourd'hui, on n'a même pas de licorne au Maroc. On a Ouais. très peu de licornes en Afrique. En Afrique, Et ouais. souvent, on se dit super, on a un leadership africain, mais en réalité, on est hyper loin du Kenya, par exemple, sur les levées de fonds. On est Ouais, hyper ouais. loin du Kenya sur cette culture en fait technologique et en plus appliquée au global. Parce que moi, ce que je reproche parfois au Maroc, c'est que souvent, on va se dire ah bah tiens, on va s'adapter au marché local. Why don't we think global en fait, since Yes. day one? Et ça, c'est un vrai sujet. On n'a pas cette ambition et cette appétence de se dire on va créer des révolutions internationales. C'est-à-dire que je veux que mon impact, il soit aussi au Bangladesh, je veux que mon impact, il soit aussi en Bolivie, et je veux que mon impact, il soit aussi à Madagascar. Et Exact. donc, du coup, c'est aussi ce mindset-là et cette Ouais. capacité, encore une fois, non pas que pendant la durée du gouvernement ou que pendant la durée, effectivement, par exemple, de mes études, etc., etc. Je veux pouvoir avoir un impact en regardant une roadmap moyen terme, long terme. Et je pense que c'est ça qui nous fait défaut. Alors que la Exact. logique Silicon Valley, en fait, c'est un mindset qui est installé sur 300 ans Ouais. et sur lequel on peut capitaliser. Et puis tout le monde a la même logique. En fait, on doit reset un petit peu la manière avec laquelle on pense l'économie de demain. L'IA, c'est pas en saupoudrant un petit peu avec un peu d'IA qu'on va devenir un world class player demain Ouais. dans le concert des nations. D'accord. Si on devait aujourd'hui créer un consortium panafricain pour mutualiser, partager, sécuriser les datas, quelles seraient pour toi les trois règles non négociables? Alors pour moi, si jamais demain effectivement il y a un consortium entre tous les pays d'Afrique, déjà il faudrait que l'Afrique soit souveraine sur ses données, ça, c'est hyper Ouais. important, parce que de la même façon que l'Europe aujourd'hui s'assure d'avoir ses propres data centers, ses propres algorithmes, ses propres données, ses propres leviers de décision, quand bien même les États-Unis aujourd'hui légifèrent. Pourquoi? Parce que les plus grands réseaux sociaux Ouais. sont contrôlés par les États-Unis. Au point où la technologie avance si vite que éthiquement on ne peut la réguler que si on comprend déjà les enjeux. Donc Exact. déjà l'Europe est largement dépassée par rapport au fait que Ouais. finalement les décisions sont prises de l'autre côté. Donc en Afrique, si jamais demain on doit créer un gap technologique et se dire comme on peut nous imaginer en 2050, pour que le consortium fonctionne, il faut une souveraineté totale, une prise de décision légiférée nous-mêmes, et aussi que ce soit interopérable. Parce que je trouve que la difficulté de l'Afrique, c'est qu'en fait, les donnes du Mali ne sont pas les donnes de l'Angola, qui ne sont pas les donnes du Kenya ou du Maroc. C'est quand même assez différent géographiquement, culturellement, etc., etc. Donc on doit quand même avoir des logiques d'interopérabilité de ces technologies-là, de ce consortium data, et c'est hyper important, et de sécurité aussi partagée. On entend souvent parler de smart cities, mais le risque c'est de créer des villes intelligentes à deux vitesses. Mm. Pardon, pour ceux qui ont accès à la technologie et l'autre pour les exclus. Mm. Selon toi, comment on fait pour éviter ça? Alors à mon avis, les cities sont pas smart,
justement, si elle n'inclut pas la dimension sociale. Donc moi, je dirais, redéfinissons déjà le mot smart. D'accord. Ce qui est smart, c'est d'éviter justement d'avoir deux villes qui se développent à deux vitesses. On en parlait tout à l'heure, notamment le TGV versus la nécessité juste de se déplacer d'un point A à un point B. Exactement. Quand je suis dans un village complètement cloisonné et loin des centres urbains. Exact. Donc déjà, moi, quand j'appréhende la mobilité, par exemple, sur les déplacements des populations, on fait toujours d'abord une phase diagnostique. À mon avis, la phase diagnostique, elle doit se faire sur l'intégralité des populations. C'est-à-dire que je peux très bien m'intéresser à la personne qui habite à Rinsba et qui veut se déplacer effectivement dans son centre d'emploi, notamment, ou son bassin d'emploi. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est de se dire, en fait, la personne qui habite à Middelt, Ouais. comment elle a accès à un hôpital qui permet en fait de traiter des maladies incurables Exact. ou des cancers ou des sujets vraiment très importants. Ouais. Et si je résous pas ce problème-là, en fait, j'ai rien résolu en définitive. Donc en réalité, il faut bien évidemment, quand on analyse la mobilité, il faut l'analyser tout azimut pour n'importe quel citoyen. Et la mobilité, in fine, pour moi, elle est beaucoup plus importante que beaucoup d'autres domaines parce qu'en fait, c'est l'accessibilité aux soins, c'est ce qui permet à un artisan d'avoir accès à un marché, c'est ce qui permet à une personne de se soigner, etc., etc. Donc le vivre ensemble et l'accessibilité et la qualité de la mobilité des infrastructures, elle est plus que clé. Et c'est comme ça justement qu'on pourra imaginer un monde dans lequel on va vite, on avance, on peut se comparer aux dimensions internationales, mais où on permet aussi à tout un chacun de bénéficier des avantages, notamment que permet la mobilité, même finalement les classes sociales les moins aisées. D'accord. Si on se projette en 2030, il y a forcément une conviction que tu as sur la mobilité, mais que la majorité des gens autour de toi ne partagent pas encore. Quel est le pari audacieux et pourquoi tu es prêt à l'assumer? Pour moi, la mobilité, elle est plus que clé pour 2030, par exemple, et même au-delà, hein, de toute Ouais, façon, ouais. c'est juste une échéance. C'est qu'en fait, on ne traite pas simplement les symptômes, mais la cause. Je prends juste l'exemple de la grosse problématique des taxis. Bien évidemment que ça frustre des taxis de se dire qu'ils doivent payer un agrément et qu'ils ne veulent pas des VTC. Mais en même temps, il faut se dire que les VTC, ils ont besoin d'un complément de revenu. Mais en même temps, pourquoi on n'impose pas, au fil de l'eau, en fait, une régulation qui fait notamment un système qui peut autant bénéficier à ceux qui ont déjà des agréments, peut-être réimaginer le système, qui peut peut-être inclure justement des VTC ou d'autres typologies de mobilité, et imaginer quelque chose finalement où chacun trouve une réponse à sa pain, sa douleur de marché, son vrai problème, encore une fois, où il est prêt à payer pour qu'il soit résolu ce problème-là. Donc en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est de se dire que il faut vraiment qu'on prenne le temps que la mobilité soit bien réfléchie pour éviter justement les tensions sociales, pour prendre en compte les moyens de chacun et pour pouvoir justement augmenter le niveau de vie, mais de manière tout azimut. C'est-à-dire toutes les classes sociales doivent bénéficier de ces évolutions-là. Et pour moi, la mobilité, elle est clé, parce que si demain on arrive déjà à connecter tous les pays d'Afrique facilement, faire une libre circulation, ce serait absolument extraordinaire, parce qu'on n'a plus accès en tant qu'entrepreneur marocain juste au marché de 38 millions d'habitants finalement marocains, mais on a un accès à la population la plus croissante du monde, celle de l'Afrique, qui finalement est la plus jeune du monde aussi, donc il y a énormément de dynamique, où on a les viviers de talent, où on peut très bien embaucher, pourquoi pas demain, un peu au Nigeria, un peu au Bénin Oui. et un peu en Tunisie par exemple, et créer vraiment un continent qui avance. Mais ça passe par la mobilité aussi. Comment je suis connecté aux pays limitrophes, comment est-ce que j'arrive à créer des talents, et pourquoi pas des leviers, des Silicon Valley africaines notamment, sans avoir besoin de dépendre notamment d'autres continents en définitive, pas de singer finalement ce qui se passe dans les infrastructures internationales, créer nos propres infrastructures, être à la pointe de ce que nous, on juge le plus utile pour plus de justice sociale, pour plus d'accessibilité, pour un concert des nations africaines souverain et légitime. Et ça, pour moi, c'est ça la clé Horizon 2030, voire plus. Magnifique, Roya. On arrive presque à la fin de notre conversation et j'ai préparé pour cet épisode deux quick fire en fait. Un rapid fire produit, 60 secondes, et quick fire, signature de perspective. Donc on va commencer par rapid fire produit. Kilowatt métrique dans vos dashboards, laquelle et que regardes-tu à la place? Alors moi, à mon avis, c'est la donnée des volumes des passants bruts. C'est-à-dire que savoir qu'il y a 10 000 personnes qui passent, à la limite, on s'en fout. Ce qui est plus important en tant que Nike, c'est de savoir qu'il y a 2000 personnes parmi eux qui s'intéressent au sport. Donc en fait, avoir le flux brut, c'est intéressant, mais ce qui est encore plus intéressant, c'est de comprendre d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils font, quelles sont leurs appétences pour prendre des décisions. Une intégration que tu rêves d'avoir demain matin.
Alors l'intégration que je rêve d'avoir demain matin et qui n'existe pas aujourd'hui, qui est un peu le holy grail des retailers et du marketing, c'est de pouvoir corréler notamment en fait mobilité et potentiel chiffre d'affaires, notamment au niveau d'un point de vente. Ça D'accord. c'est hyper compliqué de tout de suite corréler. Est-ce qu'ils vont acheter, est-ce qu'ils vont pas acheter? Eux ils veulent une équivalence directe. Une croyance marché que Seiki a prouvée fausse. Alors, la croyance marché que c'est qui a prouvé fausse, c'est justement de pouvoir inventer le Google Analytics de l'out of home, c'est-à-dire de rendre aussi mesurable toute la publicité extérieure, tout ce qui se passe en fait en offline, et lui apporter toutes les données qui existent déjà en online. Et ça a été validé par le CESP, qui est une certification qu'on a eue. Et effectivement, ça, on a prouvé au marché, ben, guess what, on est capable de le faire. Félicitations. Et on enchaîne directement avec le segment signature de perspective. Ouais. Donc, on va commencer par la question le meilleur conseil qu'on t'ait donné. Le meilleur conseil qu'on m'ait donné, c'est ne pas confondre vitesse et précipitation. Et le pire conseil. Le pire conseil qu'on m'ait donné, c'est suis ton intuition Oui. sans voir la data. Le moment de doute le plus fort. Le moment de doute le plus fort, c'est quand justement j'ai beaucoup investi dans la startup, la fameuse, et que je suis tombé sur le mauvais Ah ouais. cofondateur et que je me suis dit est-ce que je dois arrêter ou est-ce que je dois persévérer? Et celui de fierté qui t'a recentré. Celui de fierté, c'est oui, quand j'ai inventé la mesure d'audience out of home à l'échelle internationale, parce qu'on est les seuls à être vraiment reconnus par les marques et les annonceurs et les agences. Et ça, je trouve que c'était un peu la reconnaissance de 4 ans de R&D très forte, où on était un peu dans notre garage et qu'on est ressorti avec quelque chose. La décision la plus forte. La décision la plus forte, c'est dure. la plus dure, ouais, c'était de. C'est quand même pas évident de se dire j'arrête l'ingénierie et je me lance à créer des boîtes parce que j'étais très bien à Londres à créer de la connaissance à Heathrow et à créer des choses pour les airlines, mais se dire bah tu sais quoi, non je veux pas votre job, je vais aller créer des choses. Mes parents ils m'ont pris pour un fou au départ, donc c'était pas une décision facile. Et celle qui t'a libéré. Celle qui m'a libéré, c'est bah, d'ailleurs je l'ai prise il y a pas très longtemps. C'est tout simplement quand j'ai eu un peu une décision de départ de un peu mon numéro 2 dans une de mes boîtes et où c'est difficile d'accepter le départ de cette personne-là, mais en fait ça m'a libéré parce qu'en fait ça m'a obligé à être 4 fois plus exigeant sur les process, sur le marché, sur comment je vois les choses, sur réduire les sujets sur lesquels on est dispersé et d'être beaucoup plus focus. Quand l'épisode se termine, quelle perspective veux-tu qu'on garde de toi? Moi je pense que la perspective que j'aimerais qu'on garde de moi, c'est de se dire que on n'est pas juste entrepreneur pour être entrepreneur. Et tu l'as très bien dit tout à l'heure, c'est qu'est-ce que les avancées, qu'elles soient au niveau de la ville ou même au niveau social ou même au niveau de la réussite, si on ne pense pas aussi à la réussite des autres, si on ne pense pas aussi à l'intégration sociale, si on ne pense pas aussi à l'accessibilité générale. Et je pense que, encore une fois, tout seul on peut réussir vite, mais on peut jamais aller loin si le collectif ne va pas loin. Et je pense que si on arrive à faire du Maroc notamment un pays qui innove, qui excelle, pas de vitesse, qui prend avec lui tout le monde et on avance super loin. Et en plus de ça, qui veut pas singer des pays extérieurs et qu'on est fier en fait de notre marocanité, de notre africanité, du fait qu'on soit arabe et du fait qu'on soit amazir et qu'on ait cette diversité absolument extraordinaire avec une localisation géographique clé, un Sahara extraordinaire, etc. Je pense que c'est comme ça qu'on pourra bâtir demain un pays qui est aussi au sommet du concert des nations et qui peut être un world class player sur les technologies de demain parce qu'on en a les moyens, on a les qualités humaines, on a tout ce qu'il faut. Et à mon avis, c'est ça que je veux qu'on garde de cette conversation générale. Merci infiniment, Jafar El Alami, pour ta lucidité et pour ce témoignage riche et inspirant. Merci à toi. À notre chère audience, merci infiniment d'avoir partagé avec nous ces moments de réflexion et de découverte. Je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode de Perspective. Au revoir.